Bonsoir à tous. En cette veille de Noël, l'Église du Monde vous emmène en République démocratique de Timor-Est, plus jeune État d'Asie, un pays d'1,2 million d'habitants, parmi les plus pauvres au monde, traversé par une histoire douloureuse. Cette ancienne colonie portugaise fut annexée par l'Indonésie en 1975 et occupée jusqu'en 1999. Une période tragique qui aura fait près de 200 000 morts. Alors après une administration par l'ONU, Timor-Est devient indépendant en 2002 et l'Église, qui représente environ 98% de la population aujourd'hui, eh bien, elle aura joué un rôle majeur contre l'occupation indonésienne et pour gagner l'indépendance. On y reviendra. Alors si ce jeune État connaît aujourd'hui une certaine stabilité, eh bien, les défis pour son avenir restent nombreux. Éclairage avec notre invitée Christine Cabassé. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes chercheur associé au CAS, le Centre Asie du Sud-Est, et également à l'IRASEC, l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Vous avez vécu au Timor-Leste de 2012 à 2016. Vous avez travaillé au ministère de l'Éducation. C'est un pays que vous suivez depuis l'indépendance. Et parmi vos champs de recherche, on peut citer les questions de gouvernance, d'urbanisation touristique et de changement climatique. On va resituer avec vous, pour nos téléspectateurs, donc Timor-Est, Timor oriental. Dites-nous, c'est la même chose ? Oui, tout à fait. Oui. Timor-Est, Timor-Oriental ou Timor-Leste, qui est donc le nom officiel du pays depuis 2002, depuis l'indépendance. Donc tout ça, c'est pareil, ça veut dire Timor de l'Est, voilà, puisque en fait, cet État partage une île, l'île de Timor, avec le Timor-Ouest, qui fait partie de l'Indonésie. Voilà, donc il reste sous le statut indonésien, en fait. Absolument, voilà. Oui, oui. Je disais, donc on est à la veille de Noël. Dites-nous un peu, comment est-ce que les Est-Timorais s'apprêtent à fêter la venue du Christ ? Comment ça se passe là-bas ? Alors, il y a une très grande ferveur pour Noël, comme pour Pâques d'ailleurs. Là, c'est un moment très particulier. À ce moment, là, dans Dili, il y a de très nombreuses crèches qui sont construites dans la ville. Et je dis construites parce qu'elles sont grandeur nature quasiment, avec les scènes de la nativité grandeur nature. Et ce sont les jeunes, c'est ça qui est très particulier, c'est que ce sont les jeunes femmes, jeunes hommes, qui s'emparent de ça chaque année et qui les fabriquent de A à Z grâce au carton pâte, en bois, qui les habille, voilà. Et donc c'est quelque chose de très particulier parce qu'on en trouve encore une fois dans tous les quartiers. D'accord, voilà. D'accord. Donc on se promène dans les rues et c'est ce qu'on voit. Est-ce que c'est un peu spécifique à Dili, la capitale, vous diriez ? Alors, il y en a beaucoup à Dili, mais il y en a aussi dans d'autres endroits maintenant du pays. Donc c'est une tradition qui a repris, ou en tout cas qui s'est franchement renforcée donc, depuis 2002, depuis l'indépendance. D'accord. Oui. Alors on va revenir sur ces événements qui ont précédé l'indépendance, et évidemment sur cette période. Alors il y a eu la période portugaise, mais dans l'histoire plus récente, l'occupation indonésienne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi d'abord, rapidement, pourquoi cette occupation ? Donc il faut revenir 2 mots sur la colonisation portugaise, donc qui est arrivée. Enfin, les Portugais sont arrivés au XVe siècle. Au Timor-Leste, enfin ce qui est aujourd'hui Timor-Leste. Mais en fait, on ne parle de colonisation qu'à partir du 19e siècle et au XXe siècle. En tout cas, donc, les colonies portugaises ont été les dernières à être décolonisées, enfin parmi les dernières à être décolonisées. Et donc, ça date de la Révolution des œillets, le 25 avril 1974. Donc, Révolution des œillets au Portugal, qui met fin à la dictature et de fait qui met fin aux guerres coloniales et donc aux colonies. Voilà. Donc, le Timor-Est, ou comme on l'appelait à l'époque, le Timor portugais, comme les autres colonies portugaises, s'oriente vers l'indépendance en formant des partis politiques.
Sauf qu'au Timor-Leste, ça ne s'est pas passé comme ailleurs dans le monde. Et là, il faut revenir sur la géopolitique de l'époque. Et donc, 75, on est en pleine guerre froide. Les États-Unis viennent de perdre le Vietnam. Le Laos et Cambodge sont selon la terminologie de l'époque, sont tombés aussi aux mains des communistes. Et donc, ces États, les États-Unis, l'Australie et l'Indonésie, donc, tombent rapidement d'accord sur le fait que le Timor-Lest, s'il devient indépendant, présente un risque de devenir communiste. Et donc, selon la théorie des dominos, eh bien, cela n'est pas bon pour la région, puisque donc, ça s'additionnerait aux autres États déjà communistes dans la région. Et donc, ils décident d'envahir le Timor-Lest, et ça se produit le 7 décembre 1975. D'accord. Et c'est une période qui va être quand même très, très violente. Ça dure près de 24 ans. 24 ans, absolument. Oui, c'est une période de 24 ans, donc assez longue. Qu'est-ce qui se passe durant cette période-là ? Alors, l'ensemble de cette période ne recouvre pas les mêmes réalités. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes extrêmement violentes, comme l'invasion, avec des bombardements. Et donc, les premières années, spécialement, les années 70, mais aussi 80, ont été sans doute très difficiles. Ensuite, probablement, il y a une sorte de normalisation, si on peut dire, avec toujours une résistance importante, qui a repris du poil dans la bête, de la population, et puis des gens, oui, qui se sont impliqués dans la résistance, qui a été reformée par Shanana Gusmao, qui est, donc à partir des années 80, est devenu le leader, finalement, des trois fronts, comme on les appelait, les trois fronts de la résistance, c'est-à-dire la guérilla armée, le front diplomatique et le front clandestin. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, dans tout ça, l'Église, elle a aussi eu un rôle important. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, l'Église a joué un rôle important tout au long de cette période, surtout, je dirais, parce qu'elle a dénoncé. La plupart des prêtres et des évêques ont dénoncé systématiquement les abus aux droits de l'homme qui étaient perpétrés au Timor-Leste. Et donc, il y a des lettres qui étaient lues ou qui étaient envoyées, des messages qui étaient envoyés. Et donc, envoyé à qui ? Qui était envoyé en fait à des médias ou à l'Église elle-même pour tenir au courant en fait de ce qui se passait sur le sol timorais. Puisque comme vous pouvez l'imaginer, durant cette période-là, le Timor-Leste s'est retrouvé quand même assez isolé internationalement et donc il était difficile de savoir ce qui se passait réellement. Et puis l'indépendance aussi finit par s'obtenir. Ça s'est fait dans quel contexte ? Les années 90 ont été assez porteuses finalement et elles ont annoncé cette indépendance, même si en 98 encore ou en 97, personne n'aurait dit qu'en 99, le Timor-Leste finirait finalement par devenir indépendant. Mais il y a eu plusieurs facteurs qui expliquent cela. Il y a eu en fait une solidarité internationale qui s'est mise en place lorsque les images de ce qu'on appelle le massacre de Santa Cruz, alors rappelez-nous, qu'est-ce que c'était ? Oui, alors donc c'est une manifestation de jeunes qui est partie de l'église de Motael à Dili jusqu'au cimetière de Santa Cruz, à Dili également, et pour honorer la mémoire d'un jeune qui avait été tué par l'armée quelques jours auparavant. D'accord. Et au cours de cette manifestation, et spécialement en arrivant au cimetière, l'armée donc a tiré dans la foule de jeunes. On estime qu'il y a eu environ 250 morts et au moins autant de disparus. Et les images qui ont été filmées par un journaliste assez courageux ont pu sortir du pays. Et donc, c'est ce qui a révélé finalement au monde, quelle était la situation au Timor-Leste. Je le disais, l'Église, on va en reparler aussi, elle a joué un rôle important à cette période. Et elle a d'ailleurs connu ces dernières décennies une expansion, puisque sous l'occupation
population indonésienne en 1975, eh bien, on comptait 25% environ de catholiques est-timorais. Aujourd'hui, ils sont autour de 98%. Alors, comment expliquer ce phénomène? Les explications dans cet extrait de documentaire, on en parle juste après. À mon avis, ce qui explique le plus l'agrandissement du catholicisme ici, c'est la guerre, c'est vrai. Parce que l'Indonésie, comme vous savez bien, exige qu'on montre sur la carte d'identité son appartenance religieuse. Soit musulman, soit protestant, soit hindouisme, n'importe quoi. Et bien sûr, à Timor, face à ces options, la plupart des Timorais ont choisi le catholicisme. L'opposition, c'est-à-dire, moi je ne veux pas appartenir à la religion du peuple qui m'a envahi. Donc ça, je crois que c'est une sorte de réjection. Mais puisqu'on doit montrer son identité religieuse sur la carte, alors on s'attache quand même à une institution qui n'a rien à voir avec les musulmans. Ça, c'est une. Et l'autre, c'est peut-être la plus fondamentale, c'est que l'Église, pendant l'invasion indonésienne et la présence indonésienne, l'Église a été l'unique force qui faisait front à l'Indonésie. Et je crois que l'appartenance à l'Église à ce moment-là avait aussi ce but, de ne pas accepter la religion de l'envahisseur, mais en même temps d'appartenir à une institution qui a une force pour s'affermir contre l'envahisseur. Voilà, on comprend à travers ce qui est dit, c'est que l'Église a vraiment été un facteur même d'identité, en fait. Chez les Timorais, c'est bien ça, il y a cette notion-là aussi d'identité nationale, politique. Oui, c'est effectivement dans ces termes-là que ça se pose. L'Église donc, a joué, donc on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais un rôle pendant la Résistance parce qu'elle a dénoncé ce qui s'y passait, mais également a joué un rôle par la croissance, l'ampleur qu'elle a pris. Et donc, paradoxalement, comme le rappelaient d'ailleurs les deux invités à l'instant, donc c'est un peu paradoxalement pendant la présence indonésienne que l'Église s'est renforcée. Voilà. D'accord, voilà. Oui. Et aujourd'hui, donc effectivement... 98% de la population, donc c'est énorme. Ouais, et ça constitue effectivement un facteur d'identité. Les églises sont bondées. À chaque messe, il y a autant de personnes à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église. Et donc les gens viennent avec leurs sièges, leurs tabourets, etc. Ils sont très bien habillés. Enfin bon, c'est un spectacle en soi. Et alors encore plus pour Noël. Il y a une vraie ferveur quand même aujourd'hui. Il y a une vraie ferveur. Rappelons qu'il y a eu des élections présidentielles, c'était le 20 mars dernier. Francisco Gutiérrez donc est élu à la tête du pays. Voilà, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, le paysage politique, en quelques mots, du Timor-Est? Oui, donc Francisco Gutiérrez dit Luolu de son nom de guerre. Ils gardent souvent leur nom de guerre. Et donc est devenu président. Il est lui-même le président du Fretilin, donc l'un des tout principaux partis actuellement au Timor-Leste, et qui a été l'un des partis de résistance, qui a joué un rôle crucial effectivement dans la résistance. Voilà, oui. Donc un cadre politique aujourd'hui assez stable. Alors, le cadre politique, finalement, s'est révélé assez stable jusqu'à présent, depuis l'indépendance, ce qui n'est pas facile. Je veux dire, un État qui sort d'un conflit aussi long a toujours comme premier risque, j'allais dire, malheureusement, de retomber dans le conflit. Et c'est arrivé beaucoup dans le monde, il y a un certain nombre d'exemples. Au Timor-Leste, finalement, les choses se sont plutôt bien passées. Voilà. Et donc, c'est ce qui explique que pour les Nations Unies, le Timor-Leste a été, et sans doute encore, finalement, un exemple de bon élève. Il y a beaucoup de liens entre le Timor-Leste et l'Indonésie. Et ça, ça a été une vraie volonté politique des leaders de cette époque, donc Xanana Gusmão, José Ramos Horta, Marielle Katiri, et bien soutenu dans cette démarche par les Nations Unies, de
de reformer, de reconstruire des relations, d'autres types de relations avec l'Indonésie. Ça n'était pas pensable de rester sur quelque chose de négatif ou sur des liens distendus. Vous pouvez le voir, il y a des raisons aussi géographiques. Timor-Leste est un petit pays. L'Indonésie est le plus grand archipel du monde et la plupart des denrées commerciales, ce que vous pouvez trouver au supermarché, viennent d'Indonésie. Mais ça n'est pas la seule raison. Il y a eu une vraie volonté qui a été partagée, heureusement, par les leaders aussi indonésiens, donc de l'Indonésie. Oui. On va revenir dans les dernières minutes de cette émission sur les défis aussi pour l'avenir du pays. Quels sont-ils, dites-nous, selon vous? Il y a la situation économique, quand même une pauvreté importante. Voilà, il y a alors les principaux défis se pose en termes de développement. Vous l'avez rappelé, donc il y a un taux de pauvreté assez fort. On estime qu'environ 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté international et 40% si on considère le taux de pauvreté national. Donc ça reste quelque chose de très important. Et puis un autre défi important, est lié d'ailleurs à ce thème de la pauvreté, c'est le développement économique. Le Timor-Leste est pour l'instant très dépendant des ressources en hydrocarbures. Qui est une chance parce que ça lui permet finalement de soutenir son développement. Mais il faut aussi faire attention que le pays ne reste pas trop longtemps dépendant de ces ressources qui sont quand même très aléatoires. Et donc c'est tout l'intérêt et tout l'enjeu pour les gouvernements successifs et sans doute le gouvernement actuel de réussir à favoriser l'émergence d'une diversification économique. Donc il y a une série d'investissements qui ont été réalisés, qui sont en cours et qui vont permettre sans doute de soutenir cet objectif. L'autre grand défi, c'est la jeunesse. Et l'éducation et il y a à ça l'éducation. Vous avez, à travers votre champ d'observation, vous avez travaillé au ministère de l'Éducation. Dites-nous, c'est quoi les grandes questions? On imagine qu'avec l'occupation indonésienne, les écoles ont peut-être moins fonctionné. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Oui, alors le système éducatif part finalement d'une bien piètre situation, puisque en fait, pendant la période indonésienne, il y a eu beaucoup d'écoles construites. Contrairement, j'allais dire, à la période portugaise, où les écoles étaient rares, mais souvent avec de qualité, un très bon niveau. Voilà. Catholiques, souvent des écoles catholiques et avec un très bon niveau, une rigueur dans l'apprentissage des langues et d'autres matières. Ensuite, il y a eu donc la construction d'un très grand nombre d'écoles pendant l'occupation indonésienne. Mais lorsque l'Indonésie s'est retirée du Timor-Leste, la plupart des infrastructures ont été détruites. On estime que 80% des infrastructures totales ont été détruites. Donc les écoles, les ponts, les routes, les maisons, voilà. Et donc on arrive en 99 et là dans une situation assez triste, il faut bien le dire, et avec un Dili ou d'autres villes très délabrées. Donc le système, il a fallu reconstruire, mais finalement construire le système éducatif à peu près de zéro, puisque donc beaucoup de personnel du corps enseignant venait également d'Indonésie. Donc il a fallu à la fois reconstruire les écoles, et d'ailleurs le ministère de l'Éducation de l'époque a tout de suite mis comme priorité de faire revenir les écoles dans les classes. Quel que soit l'état de l'école, et donc souvent sans toit, donc ça se déroulait souvent dehors, mais quelle que soit la situation, faire revenir les écoliers et donc suivre des cours. Donc il a fallu recruter un grand nombre d'enseignants en même temps, et donc finalement la priorité du gouvernement depuis lors a été d'assurer la participation accrue des écoliers, voilà, à l'école primaire, dans le secondaire,
Et ça, c'était la priorité. Moi, en travaillant pour le ministère de l'Éducation pendant 4 ans, je me suis plutôt occupée donc de la réforme de l'enseignement supérieur, donc des universités. Et donc qui est aussi là un défi, puisque on estime qu'il y a plusieurs milliers, évidemment, d'étudiants qui chaque année sortent finalement avec un diplôme, dans un contexte où quelques centaines d'emplois sont finalement sur le marché du travail, voilà, chaque année. Donc ça fait partie des défis importants aujourd'hui du Timor-Leste. Vous restez, vous, confiante sur l'avenir de ce pays. Vous l'avez vu évoluer ces 15 dernières années. Voilà, en 2 mots, qu'est-ce que vous diriez pour conclure ? Oui, je suis assez confiante. C'est-à-dire que lorsque vous y passez 4 ans à travailler pour un ministère, vous trouvez parfois que ça n'avance pas assez vite. Lorsque vous prenez du recul et que vous regardez finalement ce qu'a accompli le Timor-Leste depuis 1999 et depuis 2002, avec une crise finalement entre les deux, eh bien c'est tout à fait considérable. C'est remarquable ce que le pays finalement a réussi à accomplir. Je veux dire, beaucoup de choses ont été construites. Beaucoup plus d'enfants et d'étudiants vont à l'école ou dans les universités, c'est incontestable. Il y a un meilleur niveau de vie, même s'il y a encore une pauvreté certaine. Donc, et il y a surtout une stabilité. Et là, je crois que c'est vraiment ça, un des faits les plus remarquables. Encore une fois, dans un contexte d'un pays qui se situe, enfin, qui est en position de post-conflit, eh bien, ils ont réussi quelque chose de tout à fait remarquable, avec une stabilité incroyable, une paix. Et donc, vous pouvez aller circuler à la fois dans l'ensemble du pays, mais aussi à Dili, et ça se passe très bien. Je veux dire, il n'y a aucun problème majeur. C'est quelque chose de tout à fait agréable. Voilà. Une stabilité donc à laquelle ils tiennent, et qu'ils préservent. Oui. Alors ensuite, il faudra, donc il faut veiller à quelques points d'anxiété. Par exemple, comme partout, le Timor-Leste ressent déjà les effets du changement climatique. Avec donc érosion, hausse des températures, réduction des pluies. Ils ont vraiment sévèrement ressenti les effets de El Niño depuis fin 2015, et donc qui a porté quand même un coup rude quand même à l'agriculture, qui fait vivre 70% de la population totale. Voilà, donc il y a un certain nombre de défis, même en termes de gouvernance. On sait qu'il y a de la corruption, et donc tout ça représente des défis qui sont assez nombreux, et je pourrais évidemment en faire une liste, mais encore une fois, c'est un pays qui a 15 ans d'âge et qui pour l'instant s'en tire plutôt bien. Voilà. Merci beaucoup, Christine Cavassé. Merci de nous avoir rejoints. Et on va se quitter avec un chant de Noël, chanté donc par des Est-Timorais. On les écoute. Très belle fête de Noël à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Église du Monde. Au revoir.